Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci du guide occulte de Strasbourg. C'est un supplément pour le jeu de rôle Cthulhuac édité par les 12 singes et écrit par Eric Dédalus. Alors c'est un ouvrage qui nous présente, comme c'est écrit sur le titre, la ville de Strasbourg dans le mythe Lovecraftien. Il est destiné à être utilisé avec un autre ouvrage dont je parlerai peut-être un peu plus tard, qui est La ville en jaune. Mais là, on va se consacrer à cet ouvrage, voir un peu de quoi il en retourne. Alors, déjà, moi, je le dis de suite, j'aime beaucoup la cosmétique choisie par les 12 singes pour cette gamme. Franchement, c'est cette bichromie qui nous plonge un petit peu dans les années 20. Ça fait penser un petit peu à ce qu'avait adopté l'édition Sans Détour, mais il y a un petit truc en plus, je sais pas, une petite élégance supplémentaire qui fait que cette cosmétique me plaît beaucoup. D'ailleurs, vous voyez que c'est du costaud. Vous avez ici de la couverture rigide, un marque-page de couleurs, voilà, superbe. Voilà. Alors ça commence par le plan. Alors au niveau du plan, vous allez retrouver un peu plus tard, il est un peu plus loin aussi. Voilà. Vous avez à chaque fois des petits reports pour vous expliquer un petit peu où sont les monuments, les principaux monuments que nous allons découvrir plus loin. Voilà. La préface de Léo Henry. À propos du contenu, alors là, l'auteur précise bien que ce n'est pas un ouvrage historique. Mais franchement, moi je tiens à signaler que cet ouvrage mélange de manière tellement naturelle l'historique et le mythe Lovecraftien que c'en est bluffant. À travers les lignes qui rappellent l'histoire de Strasbourg, se glissent des éléments Lovecraftiens qui sont tellement insérés de manière naturelle qu'on s'en rend à peine compte. Donc au bout de quelques pages, les profonds font partie des citoyens lambda de Strasbourg. J'exagère un peu, mais à peine. Franchement, c'est du super boulot. Alors ça commence par la présentation de la ville. Voilà, une présentation générale de la ville. Et on passe avec l'histoire, l'historique. L'historique, ça démarre de la préhistoire, voire même de la pré-préhistoire. Ça décrit un petit peu les fruits des recherches archéologiques sur le site. Et ce qui est génial, et ce qui se produit dans tout le livre, c'est qu'à chaque fois qu'on explique un petit aspect historique aux origines un petit peu bizarres ou pas très bien expliquées, l'auteur glisse une idée, une explication liée au mythe Lovecraftien et qui est évidemment une inspiration pour les scénarios. Alors là, on parle de Vogésus, le dieu psychopompe. On va parler aussi, alors par exemple, certaines choses, moi franchement je ne connaissais pas, hein. Franchement pourtant vu le cursus, mais là franchement j'ai appris plein de trucs sur Strasbourg. Et là, le peuple serpent du donjon, etc. Voilà, à chaque fois, il y a une petite explication sur tel monument ou telle découverte archéologique mal expliquée qui nous ramène au mythe Lovecraftien. Voilà. Le mur païen, le pédoscopène, vous allez voir qu'on parle également, durant la période romaine, du culte de Mithra. Alors certains raccourcis sont un petit peu, évidemment, osés, hein, mais pourquoi pas, c'est vraiment bien pensé, hein. Voilà, Tulu Invictus, il fallait y penser. Voilà. Alors, le plan du temple de Mithra, écran non cloué, et à chaque fois, comme je vous disais, des idées de scénario. Alors les dates clés, à chaque fois, chaque chapitre, on répète un peu les dates clés, avant de passer ici, la ville sous le Saint-Empire romain germanique. Alors, ce qui est génial avec Strasbourg, c'est que c'est une ville qui a changé 40 fois de nationalité, qui est occupée, qui est très cosmopolite, qui est occupée par des tas d'ethnies, et ça fait que c'est d'une richesse assez impressionnante pour retracer des histoires, retracer des conflits. Franchement, c'est une ville qui est très très intéressante au niveau historique, hein. Alors le vent de la prophétie, vous voyez qu'à chaque fois, voilà, là on est à la période médiévale évidemment du Saint-Empire germanique, vous avez des petites idées de scénario. Il y a aussi pendant tout l'ouvrage un suivi des transformations urbaines, pourquoi, les choix, pourquoi on a construit tel bâtiment, comment ça s'est produit, etc. C'est très intéressant aussi au niveau urbanisme. Là on arrive sur la place,
Voilà. Les fortifications. Les événements liés à la naissance de l'imprimerie, où la ville de Strasbourg a joué un grand rôle. Voilà. Les événements célestes de la période, et bien évidemment des explications ptolèmes à cela. Alors, vous voyez qu'il y a, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, c'est peut-être un petit peu dur à lire parce que c'est noir, mais ce qui est accessible à tout le monde est en blanc, donc c'est très visible. Et par contre, dès qu'on plonge dans l'hermétisme, la mythologie cthulhienne, c'est beaucoup plus sombre. Et ce qui est bien, c'est que, ouais, à la caméra, vous avez plus de mal à lire ce qui est en blanc que ce qui est en noir, et ce qui est très bien. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils aient fait exprès, mais c'est bien pensé. Voilà, date clé durant l'appartenance au Saint-Empire. Là, on passe Strasbourg, ville libre royale, on passe à l'âge des Lumières, au grand siècle et à l'âge des Lumières, avec les modifications Vauban, etc. Ça va de la guerre de 30 ans jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, sarcophage en jaune, des petites explications. Le palais Rohan, voilà, qu'on ne peut pas rater aujourd'hui parce qu'il est en face de la cathédrale. Voilà. On parle de Cagliostro, ce comte sulfureux. Alors voilà, il y a souvent là où la ville a immigré allemand en 1890 sous l'occupation allemande. Donc ça parle beaucoup aussi de cohabitation entre les Français et les Allemands qui ont successivement occupé la ville, et Strasbourg a été en alternance prussien, français, allemand. La bibliothèque, les forces entières. Alors là, vous avez des petits encarts en fonction de l'historique que je ne vais pas vous décrire parce que ça reste pour le meneur de jeu. Voilà. Les dates clés jusqu'aux années 20. Là, on passe évidemment dans les années 20. La France a récupéré Strasbourg. Voilà. Et on parle encore de cohabitation dans la ville des années 20. Alors c'est très intéressant. Alors vous avez vu que vous pouvez faire jouer évidemment des périodes plus anciennes, médiévales, etc. Mais le plus gros de l'ouvrage, c'est quand même consacré aux années 20, la période Lovecraftienne, hein, de type. Voilà, petite balade dans les rues de Strasbourg. Une belle description de la cité. Voilà. Et vous avez une galerie de PNJ. Alors là, vous avez la description des PNJ et à la fin de l'ouvrage, vous avez les caractéristiques. Voilà, l'archéologue, le pianiste, l'étudiant. Franchement, voilà, il y a de tout. Le retraité. Autant d'éléments pour faciliter la vie des meneurs de jeu. Voilà. Liste de prénoms strasbourgeois, alors des prénoms un peu rétro qui reviennent peut-être aujourd'hui à la... Quoique des Adélaïdes, j'en connais pas beaucoup, des Marcel non plus, bon bref, pas tant que ça, hein. Non, je ne connais pas trop. Bon, manuel pratique de l'investigateur strasbourgeois, alors là c'est bien parce que là vous avez vraiment un descriptif du quotidien du strasbourgeois et de l'administration. Par exemple, si vous voulez faire des scénarios réalistes, il faut savoir qu'il y avait 4 types de cartes d'identité à Strasbourg dans les années 20. C'est-à-dire il y avait la carte d'identité de A, type A, si vos deux parents étaient français, type B si un des deux était français, et C, si vous étiez d'origine allemande ou ennemis comme italiens, etc., qui avaient combattu du côté des Allemands. Donc vous étiez jugé comme indésirable. Voilà. Les services de mairie, l'hôtel, les restaurants et les bars, se déplacer dans la ville, le tramway, voilà, s'informer, correspondre. Là vous avez un explicatif de la vie d'un Strasbourgeois dans les années 20, les journaux. On parle de la bibliothèque, on parle de l'université, voilà, l'observatoire astronomique, mais on parle aussi bien sûr de la bibliothèque Pythagore. Cette bibliothèque où sont rassemblés des tas d'ouvrages alchimiques, etc. Évidemment, ça va souvent être un endroit où vont traîner les investigateurs. Alors évidemment, l'association Pythagore, c'est pas accessible à tout le monde. Hein,
il est aussi difficile de rentrer dans cette bibliothèque que rentrer dans une loge maçonnique. Alors là, vous avez le milieu interlope, parce que, bon, évidemment, de temps en temps, les investigateurs vont avoir besoin de descendre dans les bas-fonds de la ville, fréquenter la pègre. Les lieux importants de la ville en jaune, l'asile de Stephansfeld, voilà, avec les personnalités de l'asile, importantes. Et évidemment la cathédrale. Alors une grosse description de la cathédrale avec son historique qui avait déjà été entamé un peu plus bas, un peu avant, mais aussi les légendes qui sont liées à la construction de la cathédrale et à son existence. Le palais Rohan, on y revient. Voilà. Ensuite, ce chapitre, c'est les légendes locales. Alors vous avez qu'à chaque fois vous avez une petite légende locale et vous avez évidemment une explication entre guillemets Lovecraftienne du truc pour créer votre propre scénario. Voilà, donc on va pas trop traîner là parce que c'est évidemment franchement il faut pas que les joueurs le voient ça, quoi. Voilà, donc on va passer assez vite sur ça. Voilà. Les étranges docteurs russes, les disparus. Alors, toutes ces petites légendes existent, hein, dans les légendes d'Alsace, etc. Voilà. Toutes ces petites légendes existent, et l'auteur, Eric Dédalus, a brodé dessus pour les intégrer pour, disons, digresser vers le mythe Lovecraftien. Les annexes, les PNJ, comme je vous disais, avec des caractéristiques. Voilà. Et les remerciements de circonstances. Et on finit encore par le plan. Voilà. Alors, que dire? Cet ouvrage, c'est de la bombe. Franchement, j'ai pas pour habitude à travailler un feuilletage express de trop prendre position, mais là je suis bien obligé parce que franchement cet ouvrage je l'ai dévoré en une traite. C'est absolument génial, le travail de Eric Dédalus pour arriver à regrouper l'histoire de Strasbourg avec la mythologie, le mythe Lovecraftien est vraiment excellent. Il a beau dire que ce n'est pas un ouvrage historique, il y a quand même un travail historique qui est quand même assez important qui a été effectué. Même si, évidemment, ça reste un supplément pour un jeu de rôle. Alors, ce qui est vraiment génial dans ce guide occulte de Strasbourg, c'est si vous jouez à Cthulhuac, évidemment, bon, c'est indispensable, mais si vous jouez à l'appel de Cthulhu, ou édité chez Edge en ce moment, ou si vous jouez au 7e Gumshoe, cet ouvrage-là, il est quand même génial, parce que, en fait, vous pouvez l'adapter à tous les systèmes de jeu. Il n'y a aucun problème. Et gros avantage aussi, c'est que c'est vrai que depuis l'arrêt de Son Détour, il n'y a pas énormément de choses qui nous amènent dans le mythe Lovecraftien en France. Donc ce qui est vachement bien, c'est que si vous voulez ça parle aux gens. Voilà, moi ce que j'aime bien dans le jeu de rôle quand il se passe en France sur Lovecraftien, c'est que ça parle aux gens. Là, les gens pourront allez-vous, moi je vais même peut-être y aller à Strasbourg, quand si je passe par Strasbourg, aller jeter un petit coup d'œil au lieu dont parle Eric Dédalus pour voir à peu près d'où sont venues ces idées, etc. Donc franchement, c'est un super boulot. Cette gamme, ça va par les librairies, Arcanorum, tout ça. Le travail de 12 singes sur l'appel de Cthulhu et Cthulhuac est vraiment génial. Tout ça à partir de Cthulhuac, quoi, quand même, qui est un petit jeu de rôle qui n'a pas énormément de suppléments, etc. Le travail qui est effectué à chaque fois est effectué par les 12 singes, que ce soit au niveau rédactionnel ou que ce soit au niveau de la mise en page et de l'édition. Voilà. Alors bravo à eux et j'espère que ça va continuer comme ça. Alors si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en l'air en dessous, à la partager avec vos amis et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne Guerre et Plan TV. À bientôt.